avez-vous des rêves concernant ce que devraient être les grands projets urbanistiques de Bruxelles pour les 10, 15, 20 ans qui viennent? Et en annexe, avoir votre avis sur ce qui a fait quand même la une de tous les journaux il y a quelques mois, la création du plus grand piétonnier d'Europe dans le centre de Bruxelles. Quel est l'avis de l'urbaniste que vous êtes? Je vois que votre qualité d'hexagonal ne vous empêche pas de poser d'excellentes questions. Voilà. Donc, je commence par le plus facile qui est le deuxième. J'ai par hasard été inauguré une exposition très amusante à Saint-Géry, qui est un bel exemple de l'urbanisme bruxellois. Voilà un lieu qui avait été abandonné depuis 15 ans et vandalisé, et puis tout à coup un groupe de citoyens lambda se sont dit, et ont été voir le ministre Piquet, ont dit, voilà, est-ce que nous pouvons prendre à notre charge la restauration de ce bâtiment avec vos subsides, mais c'est nous qui nous en occupons. Et puis là-dessus, on va voir ce que ça va donner. Alors, on a restauré ce bâtiment. Ce centre Saint-Géry est devenu un boom. Il a complètement, d'abord il a eu un grand succès, il a complètement modifié le quartier autour. Donc, vous voyez, on peut, comme vous dites, avoir, même dans la situation chaotique de Bruxelles, des choses qui se font. Et nous avons hier, justement, une réunion où nous avons signé une lettre à M. Mayer en lui demandant d'étendre le piétonnier vers Saint-Géry. Donc, c'est-à-dire que ce piétonnier serait plus court, mais ne serait pas limité à une seule rue. Et donc, aujourd'hui, le piétonnier, en fait, va juste depuis les Riches Clairs jusqu'à la place de Beaucaire. Un mouchoir de poche. Donc, il a bloqué toute une série de choses, mais sur un territoire tellement exigu que finalement on ne voit pas fort la différence. Et hier soir, à 8h du soir, il y avait toutes les échoppes de Noël, il y avait beaucoup de monde, mais pas vraiment du monde suffisant pour justifier ce piétonnier. Et immédiatement après le piétonnier, là il n'y avait plus personne. Entre la place de Beaucaire et l'hôtel Plaza, où j'avais un dîner juste après, à ce moment-là, là il n'y avait plus personne. Donc ça veut dire que l'idée d'une piétonisation est bonne, mais il aurait quand même fallu un peu s'informer de l'histoire des piétonniers dans les autres pays, et notamment le piétonnier de Copenhague. On a commencé à piétoniser Copenhague en 62, avec une seule rue, le Stroget. Tous les ans, on a ajouté un petit morceau pour que les gens s'adaptent. Et maintenant, toute la ville est en piétonnier, quasiment, il n'y a personne qui bouge. Donc, le fait de vouloir faire comme ça d'un coup sec, un piétonnier dans une rue qui finalement n'était pas la plus adaptée parce qu'elle est trop large. Si on faisait à Louvain-la-Neuve, le piétonnier a réussi au-delà de toute espérance, puisque c'est le principal argument de vente des promoteurs. Mais c'est des petites rues étroites et qui s'agrandissent petit à petit. Là, on a pris carrément un morceau trop grand. Donc je dirais que l'idée est bonne, mais elle n'a pas été réalisée de manière graduelle comme il aurait fallu, et il faudra maintenant que les choses s'adaptent à partir d'une existence suboptimale. Mais je ne crois pas qu'on va revenir à on ne va pas revenir sur cette décision, il restera, mais on devra aménager cette décision, aménager mieux l'espace, le réduire et trouver des solutions acceptables pour les commerçants, parce qu'aujourd'hui c'est la faillite. Même l'hôtel Métropole a dû faire de gros efforts pour que même les taxis puissent arriver. Quand je suis passé devant l'hôtel Métropole, il n'y avait pas de taxi. Donc, voilà donc ce que je pense sur le caractère du piétonnier. En ce qui concerne les rêves de promoteurs, là, il faut bien distinguer ce qui est un rêve, j'allais dire une utopie, et ce qui est quelque chose de réaliste et de réalisable. Tout ce que j'ai dit à partir de Léopold II était utopiste, mais réalisable. Et a été réalisé. Sauf le projet Maquet pour le musée, qui est effectivement une erreur, et peut-être le palais de justice. Mais dans l'ensemble, tout l'urbanisme de Léopold II a été dans le droit fil d'Haussmann. Il a tiré les bonnes leçons d'Haussmann, alors que Rome a tiré les mauvaises leçons d'Haussmann. Vittorio Emanuele a détruit la ville
de manière beaucoup plus nécessaire que ne l'a fait, beaucoup plus grave que ne l'a fait Haussmann à Paris. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la notion de votre question rêve et grand projet. Donc pour ma part, je dirais que si j'avais pu moi-même, et puis je crois que la première chose qu'on aurait dû faire quand on a, c'est d'aménager le quartier nord en quartier européen. Donc à ce moment-là, on aurait pu, à l'instar d'autres villes comme Munich, aménager les choses à l'échelle humaine et qui auraient pu satisfaire tous les besoins de l'Europe à partir de la gare du Nord, qui dès 1958 avait un lien direct avec l'aéroport. Alors que le lien direct entre Schuman et l'aéroport, il n'est même pas encore inauguré 50 ans après. Donc ça c'est la première chose. Donc utiliser mieux les immenses espaces détruits par l'homme ou par la fin de l'industrie, à les utiliser pour faire des projets qui ne tuent pas les quartiers anciens, comme l'a fait la Jonction, qui a détruit la moitié du patrimoine de Bruxelles, mais de le faire à des endroits où l'espace est quand même disponible. Deuxième chose que j'aurais faite, c'est dans ce quartier européen, penser à des points de vue. Léopold II avait bien compris tout ça. Léopold II avait créé la basilique parce qu'il voulait une percée, tout comme d'ailleurs le grand urbaniste allemand d'Helsinki l'avait déjà découvert. À partir de l'observatoire d'Helsinki, il y a une longue percée qui traverse toute la ville et qui aboutit à une cathédrale des années 30. Donc ça a mis 200 ans à se réaliser, c'est un chef-d'œuvre. Dans le cas de Bruxelles, le lien entre la basilique, si l'architecture avait été un peu meilleure, mais on peut encore retrouver une certaine aura au moment où l'art déco sera arrivé à sa pleine maturité dans l'opinion. Et donc, je dirais que, et alors surtout, très important, ce que Léopold II avait prévu, ce n'était pas d'avoir ce minuscule petit bâtiment de la place Quételet, avec derrière ça un bâtiment promoteur. Ce que Léopold II avait prévu, et que Horta avait prévu, c'était de faire un très grand bâtiment qui n'aurait pas été celui de la PS, la prévoyance sociale, mais qui aurait été directement dans l'axe, et qui aurait à ce moment-là pu rénover la rue de la Limite et tout ce quartier-là. Donc, je crois que des utopies comme ça dans l'histoire, il y en a eu, et elles auraient pu se réaliser. Je continue. Quelle heure est-ce qu'il est? Pardon? Ah bon. Donc je dirais que ces projets qui sont dans les cartons de l'histoire sont toujours d'actualité. Et si quelqu'un, et M. Bastin a un peu parlé dans cette direction-là, on peut imaginer toutes sortes de projets extrêmement intéressants. Regardez, continuons notre petite liste. Regardez le Scarbeck Formation. Scarbeck Formation, un immense terrain en déshérence. On pourrait là faire des antennes sur le canal. On pourrait faire une ville nouvelle, là, extraordinaire. Vous savez par exemple qu'un des plus beaux quartiers de Bruxelles, même s'il n'a pas toujours la meilleure réputation, c'est le quartier de l'avenue du Har. L'avenue du Har, le long de la gare de Scarbeck. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est que l'avenue du Har, chef-d'œuvre d'urbanisme, il arrive à la gare, cul-de-sac. Et de l'autre côté, il y a une usine d'épuration et des choses comme ça qui n'ont rien à voir dans la ville, qui auraient pu se mettre ailleurs. Pardon? L'avenue Huard à Moire. Oui, l'histoire, l'avenue Huard à Moire. Vous disiez avenue du Huard, ça sera crédible. Non, je m'explique bien. L'avenue Huard à Moire. Je ne parle pas d'avenue à Moire. Vous avez dit avenue du Huard. Ah oui, mais ça je me suis trompé, je suis désolé. Mais donc c'est bien l'avenue Huard à Moire qui, au lieu de s'arrêter à la gare de Scarbeck, aurait pu, par pont, tunnel et autres moyens, de manière de traversant par rapport à la gare, comme la gare de Midi, traverser la gare et aboutir alors à un quartier du canal où on aurait pu mettre des yachts, on aurait pu mettre des actes. Tout ce qu'on fait au canal, à quelques centaines de mètres du centre de la ville, aurait parfaitement pu devenir un nouveau quartier avec plusieurs centaines de milliers d'habitants à la limite. Aujourd'hui, c'est un quartier désert. Il y a des dépôts de bois, des usines abandonnées, une usine
qui d'ailleurs fait peur aux habitants parce qu'il y a cette fumée toute la journée. Donc bref, c'est une occasion ratée totale. Je pourrais continuer ma petite histoire, mais je ne sais pas combien de temps. Vous êtes à Bruxelles depuis combien de temps, cher ami? En 2 fois 30 ans. Ah, alors je me tais. C'est à vous de parler. Je signale par parenthèse que nous nous connaissons fort bien et monsieur est un de ces Français qui ont la plus belle collection de livres d'Europe. Est-ce que je peux pas obligé d'être d'accord. Pourriez-vous commenter l'origine d'une insulte bruxelloise typique qui est architecte ou schrijver architecte? Oui, mais c'est un peu lié, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure de Léopold II. Donc Léopold II a fait une erreur qui était de faire un palais manifestement un peu surdimensionné, mais avec une bonne intention. C'était bien de faire un monument très visible au bout de la rue de la Régence. Mais il n'était pas obligé de le faire aussi grand que ça. Et donc, et d'autre part, il n'a aussi pas tenu compte du fait qu'il y avait là toute une population très remuante, donc il y a eu beaucoup de problèmes avec la population locale, qui se sont d'ailleurs poursuivis avec la bataille des Marolles, etc. Et donc, c'est comme ça que ce qui est un architecte, ça veut dire un architecte qui fait comme ça. Ça répond à votre question. Oui, mais c'était Poulard qui était le ski architecte. Pardon? C'était Poulard qui était le ski architecte. Ah oui, mais Poulard était un excellent architecte par ailleurs, ce qu'il a fait à rue Royale Sainte-Marie, très bien. Mais là, on lui a fait un peu trop travail. Mais je suis heureux que vous ne m'ayez pas posé la question pourquoi l'hôtel de ville esquive. L'hôtel de ville, le dessus n'est pas au-dessus de la porte. Alors, les guides adorent de dire que l'architecte s'est suicidé en voyant que c'était raté. En fait, ce n'est pas vrai du tout. Après ce que j'ai entendu, ce serait plutôt lié à des problèmes alchimiques, où il ne fallait pas justement qu'il fallait que les parties soient tout à fait l'une au-dessus de l'autre, mais qu'il fallait qu'il y ait une discordance, enfin une asymétrie entre la partie gauche et la partie droite de l'hôtel de ville, ce qui est l'air le cas. Enfin, la question n'ayant pas été posée, je ne vais donc pas y répondre. Je vais rebondir donc sur la proposition de M. Lacombe relativement au RER et la question qui a été posée. Donc, Dominique Leclerc, je suis ancien responsable de tous les services voyageurs de la SNCB et donc aussi chef de projet du RER lors de sa genèse, fin des années 80, début 90. Donc, tout ce que M. Lacombe... Trop vite, hein, je note. Pour le bouquin, je vous ai... Donc, tout ce que M. Lacombe a raconté est tout à fait exact. Donc, c'est un projet qui a démarré fin des années 80. Et le démarrage était vraiment plein de promesses. Donc l'entente entre les différents partenaires des réseaux de transport, chemin de fer, responsables régionaux, les TEC, Delaine, la STIP, etc. était vraiment excellente. Ensuite, ce projet est devenu relativement politique et je voudrais épingler quelques éléments qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il en est maintenant. Le premier élément, c'était un RER tout à fait multimodal. Ce n'était pas du tout un RER qui se confinait au réseau ferré. Donc Delaine, TEC et SNWT étaient partenaires. Et il est apparu très vite qu'au niveau des opérateurs régionaux, ils ont mis en œuvre les lignes radiales rapides. C'est ainsi que vous avez, depuis des années, des bus de type Conforto, Rapidobus, les Snellbus de Delaine qui viennent vers le centre de Bruxelles. Par contre, les mêmes opérateurs ont toujours refusé de mettre en œuvre des lignes de rabattement de la périphérie vers les différentes gares RER. Donc l'alimentation par les bus régionaux des gares RER n'a à ce jour jamais été réalisée, mis à part quelques exemples comme à La Hulpe et Rixensart. À côté de ça, malheureusement, le syndrome NIMBY qui a fait que, au niveau des parkings de dissuasion, je ne connais aucun bourgmestre qui ait dit « Venez, nous allons construire un parking de plusieurs centaines de places dans ma gare RER ». Tout le monde disait « Non, un parking, ok, mais 10-15 places et pas plus ». Donc, il y a déjà eu très tôt dans le projet un problème de rabattement de voyageurs, que ce soit par des bus régionaux ou bien des parkings vers les gares RER. Y aller à pied, y aller à vélo ne gênait personne, mais bon, ce n'est majoritairement pas la grande solution. Un deuxième élément qui est intervenu, c'est que le projet RER a démarré
fin des années 80, quand la SNCB perdait des clients de manière récurrente depuis des années. Et donc on avait imaginé un projet qui permette vraiment d'accroître la clientèle du rail. Problème, c'est que, ou avantage, à partir de 1998, un nouveau plan de transport, un nouveau relan au niveau du ferroviaire a fait que la clientèle a augmenté de plus de 50% sur une dizaine d'années, entre 1998 et à peu près 2010. La SNCB a dû mettre en œuvre des trains supplémentaires, et donc la jonction qui était déjà à la limite de la saturation à l'époque a été tout à fait saturée, et il est impossible maintenant, mathématiquement, tant pour Infrabel, les gestionnaires d'infrastructure, que la SNCB, de mettre un nombre significatif de trains supplémentaires. Et donc je crois que ce qu'on peut imaginer du RER futur, il existe déjà maintenant entre Bruxelles et Louvain, les 4 voies existent depuis longtemps. Et on peut voir qu'il y a un RER à fréquence peut-être un peu plus réduite, mais c'est vrai que le potentiel entre Bruxelles et Louvain n'est pas le même que ce qu'il y a entre Bruxelles-Autigny, Bruxelles-Nivelles, etc. Mais on a un bon exemple de ce qui se passe, à savoir qu'à la fois la desserte régionale est améliorée avec les gares intermédiaires, Zaventem, Diegem, etc., mais surtout la desserte intercity est absolument parfaite entre Bruxelles et Louvain, puisqu'on y a à l'heure de pointe 4 trains par heure, mais pile à 15 minutes d'intervalle. Absolument. Et donc, il faut bien se rendre compte que l'augmentation de capacité sur les lignes radiales autour de Bruxelles permet à la fois d'accroître le service pour le transport régional, mais aussi pour le transport à plus longue distance. C'est ce qui est fait entre Bruxelles et Louvain, et donc j'espère que ça va suivre aussi vers Nivelles et Autigny. Si je peux ajouter simplement un tout Oui. petit point, c'est que ceci suppose la mise à 4 voies. Et donc il y a là un bouchon financier et d'infrastructure. Donc j'habite moi-même près de Louvain, et donc à Kortenbert. Et c'est pour ça que je connais le petit détail de la charte de Kortenbert 1312. Et donc la gare de Kortenbert est à 4 voies, alors qu'il n'y en avait que 2 auparavant, ce qui fait que maintenant il y a 3 trains de banlieue à l'heure sans problème, et en même temps il y a les grands express. Donc si vous avez 4 voies, vous avez un multiplicateur de capacité ferroviaire, et donc je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais donc il y a là une condition de priorité dans les budgets, et également d'accord politique, parce que pourquoi le retard du train de Nivelles, vous le savez comme moi, c'est évidemment que le bourgmestre de Louis-Québec a fait retarder par le Conseil d'État pendant 3 ans, alors qu'il savait aussi bien que tout le monde que ça se ferait quand même. Mais pour des raisons électorales, j'allais dire, il a fait retarder, au bénéfice de la région wallonne, toute une série de travaux qui lui auraient été bien utiles. Tout à fait exact. Et donc pour embrayer là-dessus, on peut remarquer qu'il y a eu effectivement une dérive au niveau de ce que j'appelle les bétonneurs, donc le lobby du béton était très puissant. Quand on voit la réalisation des 4 voies actuellement entre Bruxelles et Autigny, je trouve, à titre personnel, assez malheureux qu'on ait dépensé des fortunes dans des murs de béton un peu partout, qu'on ait même enfermé toute une série de gares qui se retrouvent dans l'obscurité la plus totale. Autre exemple de dépenses, futurs travaux inutiles, je crains, le fameux parking qu'on appelle RER de Douane-la-Neuve. Donc la SNCB s'est battue pendant des années contre ce projet qui n'a aucun sens, dans la mesure où on ne va jamais sortir de l'autoroute en voiture, aller se parquer à Douane-la-Neuve pour rentrer dans un train qu'on appelait omnibus autrefois, qui mettra 2 fois plus de temps pour rejoindre Bruxelles qu'un train intercity le ferait. Donc la SNCB avait proposé d'avoir un grand parking à Autigny, rejoindre Autigny depuis l'autoroute par la route qui longe pour l'instant Walibi, mais politiquement ça n'a jamais été accepté. Et donc on en arrive à cette hérésie d'avoir un grand parking de dissuasion. Là il sera effectivement énorme, je suppose que les tarifs seront d'ailleurs très très élevés, mais fonctionnellement je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de clients de la future SNCB RER qui quitteront l'autoroute pour aller vers ce parking-là. Donc c'est un exemple de quelques dérapages qui font que malheureusement 20 ans après, on est assez loin des objectifs initiaux du RER. Bon, mais je vous remercie. Vraiment. Merci pour ce débat, c'est vraiment un débat. Je vous remercie de cette intervention. Et je me permets de raccrocher ça à ce que j'ai dit du triomphe des multinationales après la guerre. Ce que vous dites du béton, vous le savez comme moi, c'est un lobby extrêmement puissant en Belgique. Et c'est lui qui est notamment celui qui parvient toujours à faire les solutions les plus importantes quantitativement. Il y a eu la circulaire de Zare qui donne
des primes aux ingénieurs en fonction du nombre de mètres cubes de béton. Il y a donc toute une série de choses qui sont bien connues des gens spécialisés ou à moitié spécialisés et qui donc expliquent bien qu'il y a là un problème de gouvernance, mais dont le résultat concret est que finalement votre fille est muette. Le RER ne fonctionne qu'à une partie très faible de ce à quoi les études Sistra et d'après auraient pu le destiner. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop pessimiste, mais ce qui est certain, c'est qu'en attendant, les voies radiales petit à petit s'améliorent. Et je crois que finalement, les 4 voies de Otigny vont se faire, même en n'aimant pas beaucoup le genre de travaux qu'ils ont fait. La même chose vaut pour le métro de Scarpe. Voilà. Je pense qu'on va clôturer ici. D'abord, vous remercier encore sincèrement pour ces échanges très intéressants. Je rappelle que plusieurs livres sur l'urbanisme sont proposés à la vente à la sortie de l'auditoire. On peut continuer les échanges à l'extérieur de l'auditoire également. Merci et à la semaine prochaine. Merci.